Les Juifs ne nous remplaceront pas. Non, nous ne sommes pas en Europe. Cette incantation, ce mot d'ordre a été prononcé aux États-Unis, un pays qu'on a longtemps cru hermétique à l'antisémitisme. Nous sommes en août 2017 dans la ville de Charlottesville en Virginie. Tous les courants de l'extrême droite, dont des néo-nazis, défilent alors pour protester contre le déboulonnage d'une statue. Ils défilent également pour dénoncer ce qu'ils appellent le grand remplacement aux États-Unis. Ce sont les Juifs et les Noirs qui seraient en passe de remplacer les Blancs américains selon les partisans de cette théorie. Bonjour Pierre Birnbaum. Bonjour. Ravi de vous recevoir ici chez Academ. Inutile de vous présenter, grand sociologue, grand historien de l'État, du judaïsme français. Pas. Vous publiez ce livre, Les larmes de l'histoire de Kishinev à Pittsburgh. Ça paraît chez Gallimard. C'est en quelque sorte une histoire précise et très documentée des États-Unis, du rapport entre les États-Unis et les Juifs. Première question très simple. Pourquoi on a cette image d'Épinal d'un pays, les États-Unis, complètement hermétique à l'antisémitisme? D'où ça vient? Elle est justifiée. C'est-à-dire que jusqu'en 1915, on n'a jamais tué un juif dans la société américaine en tant que juif, c'est-à-dire par acte d'antisémitisme. Donc sur des siècles, cette question du passage à l'acte, à la violence extrême, ne s'est jamais produit. Mais il y avait quand même quelques poncifs, il y a des traces d'antisémitisme, bien évidemment, on va y venir, mais la société américaine est fondée sur le pluralisme. Et dès l'origine, dès la Constitution de 1787, on reconnaît déjà à tout citoyen, à toute personne vivant aux États-Unis, le droit d'accéder, quelle que soit sa religion, c'est écrit dans la Constitution, quelle que soit sa religion, à la fonction publique. Donc il y a déjà une sorte de séparation entre l'Église et l'État qui permet à toutes les minorités d'intégrer l'espace public. Et puis on a, dès la fondation des États-Unis, des discours extraordinaires de Washington, par exemple, qui disent aux Juifs, qui envoient des messages dans les synagogues, que les Juifs sont... Il cite l'Ancien Testament sous l'arbre de vigne. Il cite exactement le texte de l'Ancien Testament. Ils doivent être en sécurité. Donc il y a des textes magnifiques où, au début des États-Unis, en tout cas, les fondateurs des États-Unis se réclament du passé des Hébreux et souhaitent même appeler leurs enfants avec un prénom hébraïque. Ils ont eux aussi franchi la mer Rouge, qui est l'océan Atlantique. Ils ont quitté Pharaon, qui est l'Angleterre. Donc il y a un a priori positif dès l'origine sur les Juifs aux États-Unis. Et puis en plus, c'est une société totalement pluraliste, décentralisée, qui est ouverte, et qui est fondée sur le multiculturalisme, sur le pluralisme, sur le respect des religions. Donc on a une société radicalement contraire du modèle français, et les Juifs vont connaître des types d'émancipation radicalement différents. Alors, évidemment, on ne tue pas de Juifs jusqu'en 1915, ce qui est quand même... Il n'y a pas de croisade, il n'y a pas de ghetto, il n'y a aucun pogrom, il n'y a aucun type de violence, il n'y a pas d'affaire Dreyfus, il n'y a pas de Vichy, il n'y a rien. Simplement, évidemment, il y a aussi de l'antisémitisme social. Alors comment il se manifeste cet antisémitisme social? Il est, pour les Juifs qui le vivent, très pénible à vivre, il ne faut pas le sous-estimer. Il y a un antisémitisme, par exemple, on empêche certains Juifs d'accéder à certains hôtels, on les empêche d'accéder à certaines plages. Il y a des relations... C'est des non-dits, en fait. Ce sont des dits, ce sont des non-dits, mais qui se traduisent dans des actes. L'accès à des universités est limité pour eux très longtemps, jusqu'au début du XXe siècle. Il y a des formes d'antisémitisme social qui touchent aussi les mariages endogamiques ou exogamiques. Je lisais un livre il y a quelques jours de O'Hara, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un grand auteur américain, et vous êtes au fin fond des États-Unis, dans une petite bourgade, dès la 2e page, il y a une femme qui s'adresse à sa sœur, je ne sais plus, et qui dit « Dans la rue d'en face, il y a une juive qui vient de s'installer, on va être envahi par les juifs et mes enfants vont avoir un accent juif. » C'est-à-dire qu'au niveau de la vie locale, au plus profond des bourgades, il y a évidemment des images négatives dont ont dû souffrir les Juifs, c'est évident, mais elles n'ont jamais suscité le passage à l'acte, le passage à la violence extrême, le passage à la mort. Et donc là, on a deux histoires qui sont très différentes. La vie juive américaine est une juive qui va attirer, un peu comme la France a attiré aussi Heureux comme Dieu en France. Autant les Juifs ont été attirés par les États-Unis, vous savez que des millions de Juifs, 3 millions à peu près,
quitte l'Empire russe dans les années 1880, 1900, 1910. La majorité des Juifs, d'ailleurs, qui partent Bien de Russie sûr, qui vont partent aux aux États-Unis pour construire une vie heureuse. Évidemment, elle ne va pas être heureuse, elle va être difficile. Ils vont être pauvres, ils vont être persécutés dans leurs travaux, dans leur travail, dans la manière de vivre. Mais tout de même. Et il y en a un qui part aussi de l'ancien empire tsariste, c'est l'historien Salo Baron. Vous y consacrez un gros chapitre à ce grand historien. Est-ce que vous pouvez peut-être préciser qui il était et surtout en quoi il se distinguait des autres historiens, des historiens de l'école de Jérusalem? Alors c'est le cœur même de cet ouvrage qui est fondé sur le travail de Salo Baron, qui est de nos jours considéré comme le plus grand historien du judaïsme du XXe siècle. Donc c'est quelqu'un qui vient de Galicie, qui a fait des études de religieuses, qui a été devenu rabbin, et qui ensuite est parti à Vienne, a passé 3 doctorats en histoire, en économie, je crois, et en philosophie, et qui acquiert une certaine notoriété. Donc il est invité par les institutions juives américaines à enseigner, il va à New York, et puis là, finalement, il est invité par Columbia à proposer sa candidature, et il devient professeur, le premier professeur juif d'histoire juive dans l'histoire moderne, finalement. Alors, Salo Baron s'est illustré par un article qui a fait date, qui date de 1928, qui malheureusement n'est pas traduit en français, qui s'appelle Ghetto et Émancipation, Ghetto and Emancipation. Il est tout jeune et il écrit ce texte qui va bouleverser l'historiographie juive, puisque contrairement à toutes les visions téléologiques et de l'émancipation juive, celle proposée par Heinrich Gretz par exemple, il va essayer de montrer que les Juifs ont été heureux, non pas dans la modernité, mais que dans le Moyen-Âge, les Juifs étaient heureux, c'est-à-dire que ce qu'il appelle l'histoire lacrymale. Il s'oppose à cette histoire lacrymale, précisément. Voilà, et d'où le titre de ce livre sur les larmes de l'histoire. Les larmes de l'histoire, au fond, elles n'auraient pas été versées de manière abondante durant le Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'il s'élève contre toute la vision hostile au Moyen-Âge, qui est une vision qui, au contraire, voit la modernité de manière positive. Il dit à un moment, tout n'est pas blanc et noir, le Moyen-Âge n'est pas noir et l'émancipation blanche. Il y a eu de bonnes relations, notamment avec les non-juifs à cette époque, c'est un peu ce qu'il dit. Hein. Mais plus que ça, il est économiste, donc il essaie de montrer que les Juifs, pendant le Moyen-Âge, étaient infiniment plus riches et plus aisés que les concitoyens, les paysans, enfin, qu'ils avaient la liberté de mouvement, qu'ils pouvaient choisir leurs femmes, et surtout qu'ils étaient protégés par les seigneurs et par l'État. Et c'est un point essentiel, parce qu'il va montrer que finalement, ce n'est que dans la modernité que l'État trahit ses Juifs et lance les pogroms, et même pire, la Shoah. Il va essayer de montrer finalement que, évidemment, la situation n'est pas totalement rose au Moyen-Âge, mais jamais, et il le dira pendant le procès Eichmann, où il est le témoin principal de l'histoire juive, il va dire explicitement, jamais au Moyen-Âge, un État n'a suscité les pogroms. Il va au contraire, l'État, d'après lui, la thèse est discutable, mais d'après lui, finalement, et Yerushalmi reviendra sur cette question de l'alliance royale au Moyen-Âge, mais il essaie de montrer... Maran, notamment. C'est ça, il va essayer de montrer finalement que durant le Moyen-Âge, finalement, les larmes ne se versent pas tellement parce que même s'il y a des problèmes, même si les voisins, la foule s'en prend aux Juifs parfois, les princes, les rois ont des rapports privilégiés avec les Juifs et tiennent à leur sécurité. Alors c'est pas toujours vrai, et l'historiographie a montré que c'est même parfois faux, mais tout de même il essaie de montrer qu'il y a une telle différence entre le Moyen-Âge et la modernité, où au contraire pendant la modernité, les Juifs perdent ce statut de protection particulier de l'État et du coup se trouvent dans une position beaucoup plus fragile. Et précisément, Salo Baron utilise cette conception de l'histoire pour faire le parallèle avec la situation en Amérique, avec le modèle américain d'intégration des Juifs. C'est un peu ça. C'est-à-dire que à partir du moment où il est témoin principal au procès Eichmann, il en vient à reconnaître que finalement, il y a une phrase que je cite, que depuis 2000 ans, les Juifs ont été persécutés. C'est-à-dire qu'il abandonne sa thèse. Il abandonne sa thèse sur laquelle les larmes de l'histoire n'auraient pas toujours été abondantes, puisque le Moyen-Âge en aurait été dépourvu. Il abandonne sa thèse, et d'autant plus facilement qu'il s'est trouvé un nouveau paradis. Au fond, ce n'est plus le Moyen-Âge son paradis, ce sont les États-Unis. Et il est à New York, et il est dans une société qui lui paraît être exactement l'équivalent du Moyen-Âge,
c'est-à-dire une société où les communautés sont protégées, vivent des vies sereines, à l'abri, dans leurs suburbs, dans leurs banlieues, au fin fond de la société rurale américaine. Les Juifs ont une vie paisible. À l'abri de l'État. À l'abri de l'État, à l'abri des mouvements sociaux, à l'abri de la modernité ou à l'abri de toute forme de contraintes et de menaces. Il y a une sorte d'équivalent entre l'Empire russe, qui évidemment est autoritaire et totalitaire, et l'Empire américain. On peut voir les États-Unis comme un empire, c'est-à-dire comme une succession de petits États, de petites localités, de petites banlieues, exactement comme la Russie de l'Empire est une succession de régions séparées les unes des autres. D'une certaine manière, ce que vous dites, ou ce que Salo Baron dit dans ses textes, c'est que le ghetto de l'Est européen était transféré aux États-Unis. Alors évidemment, sous d'autres modalités, mais c'est un peu ce qu'il dit. C'est un peu une métaphore. C'est un peu une métaphore, mais ça lui permet de se reconnaître, au fond, dans le modèle américain, qui en effet, et il va en devenir un peu le héros, non pas le héros, mais le défenseur. C'est-à-dire qu'il va essayer de montrer que les États-Unis échappent à l'antisémitisme, ont toujours échappé à l'antisémitisme. Il oublie un petit peu certains événements, il en parle un tout petit peu, mais il les sous-estime, enfin il en parle en passant, parce qu'il faut bien qu'il reconnaisse qu'en effet il y a des dimensions un peu négatives, mais tout de même c'est très marginal dans son travail, et il va devenir au fond le chantre de la vie juive américaine, qu'il va s'efforcer de solidifier, de construire, en ayant des élèves qui vont travailler sur la vie juive, sur l'histoire juive américaine. Et en effet, de nos jours, vous le savez bien, c'est aux États-Unis qu'il y a une sorte de florescence extraordinaire d'études juives. Dans toutes les universités, il y a un département d'études juives avec des professeurs, des collègues, des étudiants, ce qui n'est pas le cas, malheureusement, le plus souvent dans la vieille Europe. Et Yerushalmi, d'ailleurs, était un de ses élèves, je crois. Yerushalmi est l'un de ses thésards les plus importants. Et puisque vous le citez, on peut citer une anecdote où un jour, Yerushalmi se rend compte que Salo Baron a des étudiants, il donne des sujets de thèse qui touchent les États-Unis, et Yerushalmi leur dit « Mais quel intérêt ça a ? Ça n'a absolument aucun intérêt de travailler sur les Juifs américains, il faut travailler sur la Hongrie, le Kosovo, ce que vous voulez, la Macédoine. » Mais Salo Baron lui dit « Mais Yosef, c'est aux États-Unis que sont la plupart des Juifs, que la vie juive est importante, et donc il est devenu, au fond, celui qui a initié, qui a donné aux études juives américaines une place qui est devenue de nos jours, sinon prédominante, du moins au moins équivalente à celle que l'on peut constater en Israël. Alors on parlait de la particularité de cette vie juive aux États-Unis. Vous dites que pendant longtemps, il n'y a pas eu de juif d'État. Alors peut-être, est-ce que vous nous rappelez ce qu'est un juif d'État selon vous, et pourquoi il n'y en a pas eu finalement jusque dans les années 30 ? Alors, parce qu'en effet, ce sont deux types d'États radicalement contraires. Aux États-Unis, l'État, dans mon jargon, y est faible, c'est-à-dire que les institutions étatiques sont peu différenciées et peu institutionnalisées, et les États-Unis sont presque encore aujourd'hui une société de white Anglo-Saxon Protestant, c'est-à-dire une société protestante, blanche, avec un establishment extrêmement puissant, et les Juifs en ont été exclus. Les Juifs entrent au fond par la méritocratie en France. Ils accèdent à l'État à travers la méritocratie républicaine. À la fin du 19e. Il n'y a pas d'État aux États-Unis fédéral au sens de l'État à la française. Et donc les Juifs vont devenir mon fils, ma fille, je vais rêver pour toi, tu vas devenir avocat, profession libérale, médecin, avocat, dentiste, mais pas du tout aux fonctionnaires. Les fonctionnaires n'ont pas de prestige aux États-Unis. Et il est très frappant de voir qu'on trouve très peu de Juifs accédant à l'État, à la bureaucratie étatique. Il faut attendre, comme vous le dites, le début du XXe siècle à peu près, pour que certains Juifs, en effet, se hissent au sommet de l'État, exactement au moment que vous avez signalé, c'est-à-dire au moment du New Deal. Du New Deal, d'ailleurs. Qui va être considéré justement comme un New Deal, parce que c'est une étape de renforcement de l'État. Au fond, le New Deal est l'équivalent en France du Front populaire, à travers lequel l'État intervient dans la société pour transformer le mode de vie des ouvriers, de la classe ouvrière. Roosevelt importe de France, au fond, et de France spécifiquement. Il envoie Frankfurter qui étudie le droit français, etc. Donc Roosevelt s'inspire du modèle français pour... 1932-1933, c'est ça ? Exactement, pour renforcer l'État à l'américaine, pour qu'il intervienne, qu'il se transforme un peu en un welfare state, et qu'il permettent au fond une sorte d'opulence,
qui prennent en charge, au fond, la vie des citoyens américains, ce qu'ils ne faisaient pas auparavant. Et c'est à partir de ce moment-là où les Juifs commencent à s'intégrer à l'appareil d'État. Exactement, selon le parallèle à la française, avec un peu de retard, si vous voulez, lorsque l'État se renforce, les Juifs, en effet, ont accès à l'État. Et on trouve autour de Roosevelt 2 Juifs à la Cour suprême. Le ministre d'économie est juif, celui qui est responsable du Trésor, donc qui joue un rôle fondamental, Morgenthau. Donc ça va susciter cette espèce, exactement comme en France, le renforcement de l'État permet à certains Juifs d'accéder à ces structures et provoque en retour la naissance de ce que j'ai appelé un antisémitisme politique. Et en effet, on va voir se développer dans les années 30, on l'a oublié, des mouvements de ligue, des mouvements de groupes inspirés par le nazisme et se réclamant directement de Hitler et qui vont défiler au pas de loi dans les rues de New York ou de Washington, les chemises grises, les chemises jaunes, les chemises argentées. Le Father Coughlin va lancer à la radio des discours mais incendiaires contre les Juifs. Il est écouté par des millions de personnes. Donc on a là un moment antisémite de grande ampleur qui ne se produit pas par des passages à l'acte. Il y a un antisémitisme politique qui vient de naître, qui n'a pas de conséquences encore mortelles. La date de naissance de cet antisémitisme politique, est-ce que ce n'est pas plutôt 1913, l'affaire Léo Frank, dont vous parlez beaucoup dans votre livre? Alors on a sauté l'étape, si vous voulez, de Léo Frank. L'étape Léo Frank se produit avant. Donc nous sommes en 1913, et c'est le contraire de l'antisémitisme politique, c'est au fond l'antijudaïsme qui est très prenant dans le sud des États-Unis. Et voilà qu'un juif qui est un notable très bien intégré, Léo Frank, patron d'une usine, on vient de découvrir une petite fille qui est morte, qui a été probablement violentée, et donc tout l'accuse, même si on n'a pas vraiment de preuves, et on voit ressurgir au fond le mythe du meurtre rituel, puisque nous sommes quelques années après l'affaire Baylis, et on assiste à la naissance de l'antisémitisme judaïque, de l'antijudaïsme traditionnel, avec tous les mythes. Léo Frank va être supposé être un violeur, un homosexuel, avoir des pratiques sexuelles déviantes, il séduit les femmes, donc on a tous les fantasmes contre les Juifs, et rien véritablement ne prouve qu'il a été responsable de cet assassinat. Il y a d'ailleurs des Noirs qui sont autour, enfin qui sont mélangés, qui sont mêlés à cette affaire. Et justement, dans cette affaire, on comprend aussi qu'il y a peut-être un sort commun, un sort qui est en tout cas partagé entre la communauté noire et la communauté juive aux États-Unis. Alors, on a lynché plus de 4000 Noirs dans les quelques années qui viennent de s'écouler. Là, c'est la première fois et l'unique fois où on va lyncher un Juif. Donc il y a une similitude qui est intéressante, même si elle n'a pas du tout la même ampleur. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un homme qui s'appelle Conley, qui est noir, et qui est le dernier à avoir vu cette petite fille, qui reconnaît qu'il va varier dans son discours, il va montrer que Frank lui a donné de l'argent pour l'aider à transporter le corps, et son discours va changer, puis après il va dire « j'ai tout inventé ». Il va reconnaître que ce qu'il a dit est faux, il va se confier à d'autres noirs. Donc Léo Frank, rien ne l'accuse vraiment. Néanmoins, le jury le déclare coupable, l'affaire remonte à la Cour suprême de l'État, elle remonte à la Cour suprême des États-Unis, elle revient, le procès s'est tenu selon les termes même de la logique juridique, rien n'a été fait contre cette logique juridique, donc il est condamné à mort et on va l'exécuter. Heureusement pour lui, il y a un gouverneur qui est un homme raisonnable et rationnel et qui prend sur lui de l'innocenté parce qu'il se rend compte qu'il n'y a aucune preuve véritablement de sa culpabilité. Donc Léo Frank est mis en prison, condamné à la prison à vie, ce qui est un peu contradictoire, mais il n'est pas exécuté. Du coup, il suscite un peu comme en Pologne, comme les pogroms ukrainiens, il y a une sorte de foule qui va le chercher en prison, qui le sort de la prison, qui le lynche à un arbre, et pendant toute une nuit, la foule en délire va brutaliser son corps, le martyriser de manière extrêmement violente, avec des dimensions sexuelles très marquées. Donc il y a une sorte de violence extrême qui rappelle un peu, non pas du tout dans son ampleur, les pogroms russes, mais ce qui est très frappant, c'est que l'image de Kishinev revient tout de 1903, revient dans l'imaginaire des Juifs américains. Et au fond, tout le livre est une sorte de récit de la survivance
dans la mémoire des Juifs immigrés dans la fin du XIXe siècle, dans leurs enfants, chez leurs enfants et bientôt chez leurs petits-enfants de nos jours, de cette mémoire de Kishinev qui se transmet de génération en génération, et avec l'affaire Léo Frank et davantage encore de nos jours, avec ce qui se passe à Charlottesville ou bien avec Pittsburgh, et la première fois où on tue vraiment des Juifs dans un nombre quand même important, 11 Juifs sont morts en 2018 avec beaucoup de blessés, c'est tout de suite Kishinev qui revient. De nos jours encore, on cite, les Juifs américains citent en permanence Kishinev, comme si Kishinev survivait en leur mémoire davantage presque que la Shoah. Au fond, il y a des musées sur la Shoah, mais dans la mémoire quotidienne des Juifs, finalement, cette survivance de Kishinev est très frappante, et en tout cas, c'est un des thèmes de ce livre. Elle survit à travers tous les attentats qui se produisent depuis les années 50, où je montre que depuis les années 50, il ne se passe pas une année, et même parfois des mois, sans que des bombes retentissent dans des synagogues, dans des institutions juives, que des Juifs sont tués par des nazis. On entend beaucoup, notamment en France, mais en Europe, que les attaques antisémites sont presque exclusivement le fait d'islamistes. Mais ce n'est pas le cas aux États-Unis. Il faut peut-être rappeler que la majorité de ces attaques contre les Juifs viennent des suprémacistes blancs. Au-delà de la majorité, c'est la presque totalité des attentats mortels ou des bombes, des incendies qui sont mis en œuvre par des véritables fascistes qui brandissent Mein Kampf, qui font le salut nazi et qui s'inspirent directement de Hitler en disant il faut effectivement tuer tous les Juifs, il faut que la race aryenne l'emporte, il faut, dans des discours d'une violence extrême, et en brandissant en permanence, je le disais il y a un instant, Mein Kampf, c'est-à-dire avec une référence explicite, non plus à l'anti-judaïsme comme au temps de Léo Frank, mais effectivement à l'antisémitisme nazi qui est importé cette fois, alors qu'on importait, si vous voulez, l'antisémitisme politique dans les années 30 au moment de Roosevelt. Là, c'est directement l'antisémitisme nazi qui surgit sur la scène américaine. Il y a des livres... Quelle est l'ampleur de ces c'est des groupuscules, c'est des mouvements? C'est difficile à évaluer, mais tout de même, ce sont des groupuscules importants, et le FBI, dans tous ses rapports, montre à quel point, chaque année, sont plusieurs milliers d'attentats antisémites qui sont commis aux États-Unis. Donc ce sont des nombres considérables, et il y a énormément quand même d'organisations de diverses obédiences, puisque le Ku Klux Klan ou même les militants du Tea Party, enfin il y a des mélanges entre tout cela, les Proud Boys dont on a beaucoup parlé récemment, on va les voir ressurgir à la tentative de coup d'État contre le Capitole, il y a très peu d'années, donc avant-hier pratiquement, où ce sont les mêmes livres, c'est Mein Kampf, ce sont les Turner's Diaries qui sont brandis. Or, les Turner's Diaries, c'est un livre qui maintenant est interdit à la vente aux États-Unis, mais dont se réclame toute l'extrême droite blanche américaine, et dans lequel c'est encore pire que Mein Kampf. C'est-à-dire, on va tuer des millions de Juifs. On va leur lancer la bombe atomique sur Tel Aviv. On va lancer la bombe atomique sur les villes juives russes, soviétiques. Donc, il y a l'idée d'un massacre absolu de la population juive mondiale. Et l'idée, c'est qu'en effet, il faut aboutir à ce grand remplacement, puisque les Juifs utilisent les Noirs pour exclure la race aryenne. Donc on a une mythologie carrément nazie qui s'est emparée de l'extrême droite américaine. Un récit qui circule très facilement. Pierre Birnbaum, on a l'impression quand même, on sent un certain pessimisme dans votre livre, je ressens un certain pessimisme. Finalement, l'antisémitisme européen se serait un peu déplacé aux États-Unis. Il y aurait de l'antisémitisme aujourd'hui aux États-Unis, il y a de l'antisémitisme aujourd'hui en Europe. Il n'y a pas de solution? Écoutez, je ne répondrai pas à votre question de cette manière-là. Et je pense tout de même que les Juifs américains ne sont pas autant menacés que les Juifs de la vieille Europe, car les États-Unis restent une démocratie, le respect du droit, le pluralisme, reste une minorité qui est très privilégiée dans sa vie, très reconnue, très représentée, qui a accès à tous les réseaux de pouvoir, d'influence, et qui peuvent donc très facilement, j'imagine, défendre leur destin. Donc il ne faut pas dramatiser les choses. Ce qui est intéressant, c'est
la nouveauté de ce phénomène, mais il ne s'agit pas d'établir un parallèle stricto sensu. Je pense que les Juifs américains sont moins menacés que ne le seraient les Juifs français, au cas où les choses tourneraient mal en France, où l'extrême droite prendrait le pouvoir, où les tenants des théories racistes viendraient accéder à l'État. Je pense que les choses restent probablement plus menaçantes dans la vieille Europe qu'aux États-Unis, même si dans les deux cas, les larmes risquent d'être versées à nouveau. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Pierre Birnbaum. Je rappelle le titre de votre livre, Les larmes de l'histoire de Kishinev à Pittsburgh. Je recommande, c'est un très beau livre. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci.